Bonjour à tous. Studio Rizel, Thomas Lecourt, Édouard Caillot. On a un petit peu moins de background que Camille et Germain. Nous, on a monté la boîte il y a 3 ans maintenant. Néanmoins, on est dans la même tranche d'âge parce qu'on a eu un passage de quelques années, 8 années chez Antoine Béal et Ludovic Blancard. Et donc, merci beaucoup de nous avoir invités pour évoquer. Nous, on a vraiment voulu évoquer le parcours et un petit peu comment du passage de l'école où on était il y a quelques années à ce qu'on peut faire aujourd'hui, montrer un petit peu les jalons qui constituent notre parcours. On a appelé ça les territoires du projet. Vous allez voir que la notion de territoire, elle est très très importante pour nous, à la fois en termes d'identité et d'approche de nos projets. Donc la première histoire qu'on voulait raconter, c'est lié au temps où on était encore chez Antoine et Ludovic, et on avait un petit peu cette idée de s'associer parce qu'on s'est rencontrés avec Thomas sur un concours dès le premier jour chez Antoine et Ludovic, et ça a matché tout de suite. Un petit peu les atomes crochus de la conception ont papoté comme si on avait l'impression de se connaître depuis une éternité. Ce concours nous a suivis et c'est ce qui a un petit peu finalisé aussi notre parcours chez Antoine et Ludovic, puisque ça a été constitutif un petit peu plus de 7 ans qu'on a fait chez eux, depuis le concours qu'on a remporté jusqu'à la réception du bâtiment. Pour ceux qui connaissent, c'est un bâtiment mixte, donc de grosse échelle, avec des commerces, des bureaux, des logements. C'est les 10 maisons sur le toit en bois là, qui sont juste à côté de l'auberge de jeunesse ici à Porte de Valenciennes. La chance qu'on a eue au moment où on a eu l'idée et le courage, on va dire, de se lancer, c'est que donc il y a un concours d'idées qui s'appelle Europan, qui est international, qui tous les 2 ans propose une quarantaine de sites un petit peu partout en Europe. Et nous, il s'est trouvé qu'au moment où on voulait se lancer, il y a un site sur la ville de Lille qui a été proposé. Donc ville de Lille, c'était cohérent pour nous, on pouvait ancrer un petit peu notre pratique au territoire. C'est un territoire qu'on connaît, le territoire des Bois Blancs, donc l'île des Bois Blancs. Néanmoins, en tant qu'architecte, même si on a l'impression de connaître le territoire, la première chose qu'on aime à faire, c'est vraiment de l'arpenter, de le parcourir, afin d'en trouver matière à projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait pendant 1 mois. C'était les beaux jours, donc c'était particulièrement agréable de se balader, de comprendre ce qui se passait dans ce quartier des Bois Blancs, qui est vraiment très hétéroclite. Et la deuxième chose qu'on a fait suite au fait d'arpenter ce territoire, ça se voit pas très bien ici, mais c'est une très très grande isométrie. On a utilisé le temps long du dessin afin de continuer à comprendre le territoire, avec son grain différent, rive de la Haute-Deule, les aviateurs, tout le grain du centre-bourg. Donc pour nous, ça a vraiment été un outil de prise de possession de ce territoire des Bois Blancs. Donc c'est un dessin qui fait plusieurs mètres de long et dans lequel on peut vraiment venir zoomer pour comprendre toutes les caractéristiques de ce territoire. Au-delà d'être un document qui nous a nourris dans l'observation et dans la prise en main, c'est un document aussi support de conception. C'est-à-dire c'est pas un document figé, un dessin qu'on va scanner, qu'on va mettre de côté, c'était un support, vraiment un sous-cul, sur lequel on est venu faire tout le projet à la main, qu'on venait scanner, qu'on venait recoller sur le fond, afin de constituer notre réponse sédimentée, vraiment à l'échelle de chaque séquence. Le but, là, dans ce qu'on va vous présenter, c'est pas de présenter les projets dans leur profondeur, c'est vraiment d'expliquer les histoires qui ont fait, justement, qui ont constitué ces projets. À ce document, qui était voilà un petit peu le projet dans sa globalité, on est venu adjoindre une forme de narration dans des cartes postales qu'on avait un petit peu disséminées tout au long du parcours d'Europan, avec des choses qui étaient plus poétiques. L'écueil un petit peu Europan, c'est de se dire, bon, c'est un temps long, c'est 6 mois de travail. Ce serait d'aller dans une résolution de tout jusqu'à l'architecture. Là, on l'a plutôt laissé en demi-teinte. Vous allez voir que dans la narration, l'architecture n'apparaît qu'en blanc et c'est davantage des intentions qu'on a voulu mettre en place et des atmosphères par le biais de cette narration. Donc toute une série de collages
qui faisait référence à ce grand dessin et à cette prise en main du paysage de l'île des Bois Blancs. La thématique, là on n'en parle pas, mais la thématique de cet Europan-là, c'était la ville productive, donc comment relier un tissu habité avec des petites unités productives. Juste pour ajouter... Là ça va ? C'est bon. Pour ajouter quelques mots, c'est aussi l'importance du point de vue, parce qu'on voit que l'isométrie, elle n'est pas choisie. En effet, il y a le cadrage qui reprenait les 2 sites de travail d'Europan, mais il y a aussi l'orientation qui reprenait les 2 axes principaux de développement du projet, la transversalité de l'île et sa longitudinalité. Voilà. Et pareil, dans les collages, on voit qu'il y a toujours en point de repère le silo qui est aujourd'hui une friche, qu'on souhaitait réhabiliter, redynamiser. Et donc l'idée de ces collages, c'est aussi de montrer l'éloignement, le rapprochement, toute la promenade urbaine, on va dire, qui est intéressante dans ces projets. Donc la volonté dès le début de travailler, de faire de l'architecture, de l'urbanisme, mais surtout de faire, donc de dessiner, mais aussi de faire des maquettes, c'est ce qu'on va vous montrer ici. Donc le studio, oui, studio comme une fabrique. Ce qui nous importe dès le début, donc c'est l'envie de faire, c'est de... Voilà, donc bon, ça c'est la première scénographie qu'on a réalisée pour l'espace Le Carré, donc la mairie de Lille. Et donc là, bon, c'est moi ici qui suis en train de réaliser parce que c'est le... Je vais peut-être me mettre là parce que je fais la scène là. Et toi, tu veux... Pardon. C'est bon. Concevoir le projet, mais aussi pour le réaliser. Alors avec 5 000 €, on ne fait pas grand-chose, sauf si on va acheter des bouts de bois et qu'on fait un petit peu ce qu'on a envie de faire. Voilà. Hein ? Et on se paye pas beaucoup. Et on se paye bien sûr pas beaucoup, parce qu'avec 5 000 €, on a acheté une télé, si on a gardé une télé, et puis on a récupéré un peu de bois pour la suite de l'agence. Donc tu peux passer, Edouard. Donc le projet, donc c'est très simple, l'espace Le Carré, c'est une pièce qui est carrée, comme son nom l'indique. Et donc on est venu travailler avec un ensemble de diagonales, de rideaux tendus. Donc c'est un dispositif qui est très simple, mais néanmoins qui fonctionnait plutôt bien dans la spatialité. Et dans ce qu'on voulait dire de l'exposition, c'était l'exposition, c'est la Bourse Vicard, donc c'est des artistes qui sont envoyés dans un appartement à Rome. Donc il n'y a pas vraiment de commissariat parce qu'ils produisent tous quelque chose. Et donc on a voulu trouver le liant, la façon de les présenter dans le cheminement. Et donc bien sûr les rideaux, c'était un petit peu un clin d'œil au linge qui pend aux fenêtres dans les villes méditerranéennes. Et surtout dans cet espace carré, ils rajoutaient l'idée de la déambulation. Donc on pouvait comme ça cheminer dans ces diagonales, on rajoutait un petit peu de parcours. Donc voilà, finalement ça s'est plutôt bien passé. Ce qu'il faut dire par rapport à la scénographie, c'est que c'est un domaine qu'on ne connaissait pas du tout. Il se trouve que c'est par des contacts qu'on a eu l'occasion de répondre à cet appel d'offres, d'être retenu, parce qu'ils voulaient aussi changer la façon d'exposer les choses, et ils se disaient que des architectes, ça pouvait aussi parler d'espace. Donc c'est par ce biais-là qu'on est arrivé dans le monde de la scénographie et qui a fait des petits après. Donc ça, c'est notre première agence. Donc il y avait 15 mètres carrés de bureau et 15 mètres carrés d'atelier, parce qu'on pensait à l'époque qu'on allait faire que ça. Finalement, la source s'est tarie un petit peu vite, mais bon, le mouvement premier de l'agence, c'est ça. On n'a pas de projet. Bon, c'est compliqué quand on démarre une agence d'en trouver. Donc on fait le forcing, on accepte des trucs qu'on n'accepterait pas normalement après avec des salariés et des charges fixes. Donc on y va. La prochaine diapo, donc voilà, là en double budget. On passe à 10 000 €, toujours tout compris, conception, réalisation. Donc on n'a toujours pas les moyens de se payer des entreprises, aussi petites soient-elles. Donc non, il n'y a aucune intervention là, je pense. Donc ça, c'est la Maison Folie d'Oisem. L'idée, c'est qu'ils accueillaient à l'étage une troupe, voilà, un ballet, un petit ballet. Et donc il y avait différents artistes, etc. Ils voulaient un lieu qui accueille du public et qui permette aussi aux artistes de montrer leur spectacle. Un peu in process, quoi. Pas forcément les spectacles terminés, mais qu'ils aient l'occasion de pouvoir descendre et de présenter 10 minutes, quelques pas, etc., ou de la musique. Donc là, on a dessiné les meubles nous-mêmes, en bois. Voilà, on est en train de les peindre ici sur la tranche. Il y a tout le travail, parce que c'est les salons d'Oisem, on a travaillé un motif de tapis, qui vient un petit peu comme ça envahir tout l'espace au sol. Donc on l'a tracé, posé nous-mêmes. Là voilà, c'est Edouard qui travaille. Le petit clin d'œil, c'était de dire que eux, ils voulaient un salon pour Oisem, pour que les habitants ils puissent venir prendre le thé, prendre un café et voir les artistes en résidence, en train de constituer leur œuvre.
Et donc il y avait ce jeu aussi avec le salon qui a fait référence à la foire, où il y a des stands qui sont mis les uns aux autres, et nous on a fait un espèce de grand tissage, un grand motif dans la Maison Folie. Alors voilà, il faut être indulgent parce qu'il y a, encore une fois, 10 000 €, c'est pas beaucoup. Il y avait presque 300 mètres carrés, donc on a vraiment on a récupéré des fauteuils voilà, sur le Bon Coin, et puis il y a tous ces meubles qu'on a réalisés nous-mêmes et qui venaient pavés. Voilà, l'idée c'était qu'un motif, c'était un salon de 16 mètres carrés, c'est ça, plus ou moins le salon commun. Donc on a pavé comme ça l'espace d'une dizaine de salons. Voilà, encore une fois, donc ça on nous appelle en tant que scénographe, voilà, à la fin de la première année. Pour mettre en scène, pour être des deux artistes qui sont en train de... Bon, ça, c'est leur vie personnelle, mais qui étaient en train de se séparer. Vous allez comprendre pourquoi je rigole. Donc, c'est super, c'est la chapelle des Jésuites, à Saint-Omer. C'est un lieu qui est magnifique, avec une scénographie incroyable. Le seul souci, c'est que c'est la communauté qui gère le lieu, communauté d'agglos. Donc, en fait, c'est très compliqué de modifier quoi que ce soit, ou d'ajouter quoi que ce soit, ou de faire quoi que ce soit. Donc, en fait, il y a un truc, c'est un bijou. En revanche, si vous voulez déplacer un rideau, ben c'est 2000 balles parce qu'il faut appeler le mec qui a le permis, etc. Donc on a fait un premier projet qui était super, qu'on voulait vraiment réaliser. Et en fait, petit à petit, ben là, il s'est avéré que tout ce qu'on proposait, tous les dispositifs qu'on voulait mettre en place, aussi simples soient-ils, il n'y en a aucun qui pouvait être fait. Donc notre projet est tombé à l'eau et néanmoins on a été utile. Tu peux peut-être passer la prochaine slide, voilà. Alors pourquoi je rigole, c'est parce que leur œuvre phare, c'était un tas de vaisselle cassée. Voilà. Donc il s'est avéré qu'ils étaient en plein divorce à ce moment-là, donc ça nous a un petit peu rigolé. Mais c'était tellement lourd qu'il fallait imaginer une structure en bois qui puisse donner l'illusion d'un tas sans réellement mettre en œuvre ce tas, parce que vous imaginez bien que c'est extrêmement lourd. Donc le sol n'aurait pas pu supporter voilà, un tel poids. Donc on a bricolé. On a calculé quand même pour qu'il y ait le bon volume, le bon poids qui repose sur la dalle. Et donc voilà, après plusieurs jours de travail avec eux, on a réussi à obtenir un résultat satisfaisant. Bon voilà, sachant que c'était intéressant parce qu'on les a vraiment aidés dans la constitution de l'œuvre. Donc ils avaient eu l'idée, ils avaient développé le partenariat avec la cristallerie d'Arc. Mais bon, néanmoins dans la mise en scène, dans la disposition, dans le placement de l'œuvre, voilà, c'était une collaboration qui était intéressante. Cette envie de faire, cette envie de fabriquer, ben on la poursuit au studio. Donc ici, on a bien sûr une salle à maquettes. Et donc voilà, on prend beaucoup de plaisir à continuer à avoir ces moments de fabrication. Voilà, c'est pas que de la réflexion, que du dessin d'archi, etc. C'est aussi des maquettes, des moments qu'on partage tous ensemble à l'atelier. Mais ce sont aussi des maquettes qu'on essaye d'exploiter au maximum. Il y avait l'Axono que vous avez vu tout à l'heure avec Europan, qu'on a exploité à fond parce qu'on a fait le projet, on a pris des photos, enfin voilà, c'était beaucoup de temps passé, mais on a essayé d'optimiser. Donc voilà, ici avec une maquette, c'est un projet pour l'université de droit de Moulins, de réhabilitation, de restructuration et de mise en place d'un coworking. Donc on a fait une très grande maquette qu'on est venu habiter. Et bien sûr, on en a profité pour en tirer les perspectives. Voilà, on essaye d'être dans l'économie de moyens, parce qu'encore une fois, c'est des projets avec des primes de concours qui sont 3 000 à 4 000 euros, donc on ne peut pas se permettre de faire appel à un perspectiviste qui va nous en demander 1 500 ou 2 000. Donc on garde l'argent pour nous, on fait une maquette, et puis voilà, c'est ce que ça range, je ne sais pas ce qu'il y a juste après. On essaye vraiment d'utiliser l'outil depuis le début, donc c'est-à-dire que là on est dans un environnement existant, on fait une maquette à très grande échelle qui nous permet de s'emparer du contexte, on va faire 1 ou 2 visites de site, mais le but c'est vraiment de comprendre la mécanique du patrimoine existant et d'aller jusqu'à la fin de la remise, donc c'est-à-dire de prendre des prises de vue à l'intérieur de cette maquette qui fonctionne bien parce qu'on arrive à mettre en place des atmosphères, la lumière naturelle, etc. Donc c'est des choses qu'on aime bien maîtriser. Alors bon voilà, une perspective d'intérieur, donc on voit qu'on avait été assez loin dans le détail. Bon, ce qui est quand même... donc ça c'est un autre projet, mais ce qu'il faut noter c'est qu'ils ont adoré le projet en plan, mais finalement ils n'ont pas aimé la maquette. C'est vrai. Donc on aurait peut-être mieux fait de faire un plan comme tout le monde, on aurait été sélectionné. Mais bon voilà, nous, on aimait bien le projet, mais apparemment voilà, il y avait beaucoup trop de choses dans la maquette, donc ça les a questionnés en fait sur le projet. Nous ce qu'on aime bien c'est mettre en place le vivant aussi, de montrer que les choses peuvent être habitées, qu'il y a du mouvement, mais que ce ne soit pas factice non plus, et donc montrer comment les choses peuvent être vraiment utilisées et les usages peuvent prendre place. Et c'est ce que vient de dire Edouard, l'important c'est de pouvoir tester les usages. On regarde si les volumétries, si les dispositifs archi sont corrects. On regarde aussi si on peut meubler, si
si les usages qu'on projette dedans, ils sont cohérents et si ça va fonctionner. Donc c'est pas uniquement de l'esthétique comme dans une perspective photoréaliste pour faire bien, c'est vraiment un essai grandeur nature de ce qu'on va pouvoir y faire. Donc voilà, ça paraît simple, mais c'est l'ajout de tables, des chaises, des fauteuils, etc. D'autres photos, donc ça c'est un projet plus grand, c'est un immeuble de bureau, un concours qui a été perdu à Euralille. Donc voilà, toujours des tests. C'est pas tellement pour faire des essais. On n'est pas trop fan de l'itération, de trop d'itération. Là, c'est vrai qu'il y avait 10 maquettes de volumétrie parce que le projet était complexe, mais c'est pas notre façon de faire. Souvent, on aime bien plutôt réfléchir à la façon, ce qu'on va mettre en place comme dispositif, et après on le fait en maquette. Quitte à revenir dessus, à refaire une autre maquette, mais on n'est pas dans le test et dans la recherche permanente via la maquette. Oui, on n'est pas dans l'épuisement. Ouais. Dernier item sur la maquette, c'est le fait de pouvoir travailler ses propres matérialités aussi, venir colorer les matières pour travailler un matériau de sol, venir travailler vraiment avec la terre sur une scénographie ici pour la chaîne des parcs dans le bassin du Louvre-Lens. Vraiment l'outil, on essaye de l'utiliser dans tous ses aspects. Le territoire, pour revenir à cette grande notion de territoire, c'est aussi une question d'identité. Quand on monte sa boîte, nous on avait beau très très bien s'entendre avec Thomas, le but c'était pas d'afficher nos noms et de trouver par le nom de Studio Richzel une identité qui puisse dépasser celle de nos deux personnes. Ainsi, cette volonté, d'ailleurs, le nom, on l'a trouvé, c'était marrant, c'est quand on faisait la scénographie de l'espace Le Carré, on réfléchissait, on bricolait, on se dit qu'est-ce que ça pourrait être, et on avait vraiment cette envie de coller avec cette identité de notre territoire qui est transfrontalier, qui est très tourné vers la Belgique. Ici, nous, on est des enfants de la région, donc avoir vraiment ce caractère et cette identité, ça nous paraissait cohérent dans ce qu'on avait envie de mettre en place et dans l'histoire qu'on voulait donner à l'agence. Alors c'est bien tombé parce que Studio Lille, c'était pas terrible. Non. Donc voilà, dans l'agence, il y a Richzel, ça sonnait quand même un petit peu mieux. C'est ça. Donc vraiment cette envie de pas aller vers Paris, mais de plutôt monter vers les nord et de trouver une accointance avec la Belgique, chose qui était aussi dans l'image qu'on a de l'architecture. C'est une architecture qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a envie de développer et des réflexions qu'on mène. Il se trouve que cette relation, c'est assez vite fait dans la tête des gens ici à Lille. On nous appelle les Richzel maintenant, c'est assez marrant quand on passe. Et là, on a une histoire justement. Ce qu'on aime bien montrer là dans ce type de lecture, c'est de dire que on sort de l'école, mais après accéder à des commandes, c'est aussi fait de petites histoires. Là, on était parti avec Thomas à la Biennale de Venise en 2018. Avion retardé et compagnie, on assiste à une conférence de Grafton Architects qui étaient les curateurs de la Biennale avec Lacaton Vassal et Yotalieu, de David Darvintalieu. On va le voir après la conférence pour papoter un petit peu et prolonger la discussion qu'il avait mis en place. Il nous dit, dans 2 semaines, on fait une inauguration, un vernissage d'un bouquin qu'on va sortir à Mel. Je ne sais pas si vous situez ce projet, c'est la réhabilitation d'une ancienne clinique au sein d'un ancien hôpital psychiatrique et qu'ils ont fait vraiment avec très très peu de moyens. C'est un environnement entre intérieur et extérieur, très 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 beau projet qui a eu le Lion d'Argent d'ailleurs à la Biennale de Venise. Voilà, je rebondis, c'est 80 000 € de budget. Ouais. Donc en fait, voilà, il suffit pas on peut avoir un Lion d'Argent avec un projet à 80 000 €. Donc c'est aussi une motivation de rencontrer et de travailler avec des gens comme ça parce qu'on se dit voilà, avec peu, ils arrivent au top niveau de l'architecture mondiale. Tout à fait. Et donc là, moment ultra convivial, feu de cheminée, il y avait des juppiers au frais et puis des tartes qui avaient été faites. C'était vraiment extra. Avec le jour qui tombe, vraiment un moment assez chouette. Et il se trouve que la SPL Euralille nous appelle 2 semaines après. Ils nous disent on aimerait bien faire un casting un petit peu comme une histoire belge. C'est un Belge, un Parisien, un Lillois. Nous, on n'était pas dans l'équipe, dans la case Lillois. En fait, c'est Damien Suroca en Lillois, Ardel Lebihan en Parisien. Et ils nous disent rapprochez-vous de Belges parce que vous êtes tout jeune, vous ne pouvez pas être mandataire sur 8500 mètres carrés. Enfin, vous ne pouvez pas être tout seul, en tout cas, parce qu'on a fini par être mandataire quand même. Mais rapprochez-vous d'une équipe belge avec qui vous auriez envie de travailler. Et
avec l'histoire que je viens de raconter, forcément on s'est tourné vers De Wildervank-Thallieu. On s'est retrouvé sur la dernière emprise foncière de Ralil, qui est un reliquat foncier entre une route qui avait été déviée et les voies de chemin de fer de Ralil, donc un site complètement incroyable, et une opération de bureau. C'était un siège social pour une compagnie d'assurance, donc le programme le plus tramé qu'on puisse avoir à travailler en tant qu'archi, donc un gros enjeu. Le but, encore une fois, c'est pas de vous présenter le projet, mais c'est de vous montrer que voilà, d'arriver par des histoires et par un enchaînement de petites situations à travailler avec des gens qui, 6 mois avant, on admirait complètement le travail, et de se retrouver à une première réunion de projet chez eux à Gand, et de se dire que finalement la maquette et le dessin, c'est vraiment le langage universel qu'on peut tous partager. Et de fait, dès les 10 premières minutes, on s'est vraiment mis au travail ensemble, et la maquette, encore l'outil maquette que nous on développe beaucoup à l'agence, ça a vraiment été le langage commun qu'on a mis en place entre nous, une relation qui a vraiment été très très riche. C'est un petit peu l'écueil des concours qu'on pourrait dire, parce que nous, à chaque fois, on lâche les chevaux, et un concours c'est en chambre, on va faire ça pendant 2 mois et demi, 3 mois, et nous, on va aller jusqu'au bout, et même peut-être trop loin, dans le fait que ça peut faire peur à un moment à une maîtrise d'ouvrage en disant ils sont allés au bout, on ne pourra plus rien changer dans ce qu'ils ont mis en place, tellement tout est tenu dans toutes ces caractéristiques. Même si le dispositif était très simple, on retrouvait donc le site, c'est le projet, quoi. Donc c'est le bâtiment avec une façade qui venait se développer complètement sur cette courbure et qui mettait en scène la trame très très forte qu'on peut avoir dans des bâtiments de bureaux. Et juste pour compléter l'image précédente, ouais. La façade ici, elle travaille structurellement comme en fait des poutres de Vierendel qui sont superposées. Alors elle est tramée parce que le bureau c'est tramé, 1,35 m, c'est ce qu'on apprend au tout début. Donc c'est forcément une façade qui est rigide. Alors la chance qu'on avait, c'était que la parcelle, elle, n'était pas rigide, donc forcément ça passe mieux. Il y avait ce premier geste, cette arche qui faisait 90 mètres de long, qui venait se lever et qui accueillait quand même en écho à Euralil, qui venait montrer les 2 niveaux de parking avec les rampes. On mettait en scène les rampes du bâtiment. Et donc voilà, la façade, elle est un petit peu rigide, mais elle est rigide aussi parce qu'elle permet de tenir cette arche en partie basse. Donc en écho justement à ce que Rem Koolhaas avait introduit, nous on est aussi des enfants qui avons grandi à Lille et qui avons vu Lille se transformer, donc on est vraiment ancrés avec ces valeurs qui nous suivent. Donc cette série de calques qui était mise en place avec cette trame de bureau, et nous on était allés jusqu'à offrir un jardin par la forme un petit peu bizarre de la parcelle. On avait réussi à dégager un moment de jardin qui les a un petit peu surpris parce que c'était pas du tout dans le programme. On offrait des pavillons qui étaient totalement libres. Bon, c'est une compagnie d'assurance, ils sont pas dans les nouveaux modes de travail où ils vont se dire on peut aller boire un petit café tous ensemble par plateau. Non, là ils voulaient rester dans leur cellule. Ça les a un petit peu déstabilisés. Voilà, surtout que c'était le lieu qui était le moins accueillant de la parcelle, enfin le moins accueillant. C'était le lieu qui bordait les voies ferrées. Donc voilà, un paysage que nous on apprécie, mais voilà, ça n'a pas été partagé, on va dire, par tous les membres du jury. Donc concours qui a été remporté par Damien Suroka, le Lillois de l'étape. Néanmoins, dans la collaboration qu'on évoquait, nous on a été totalement enthousiastes avec les mois qu'on a vécu avec Yann Inge, et chez eux aussi, bizarrement. Donc, c'est-à-dire qu'après le premier concours, ils nous ont rappelé pour participer à un concours international à Vilnius, sur un site assez fantastique, à côté de la basilique de Vilnius. Donc vraiment dans la partie très historique de la ville, un concours assez ambitieux avec des programmes hôteliers, des écoles, un palais des congrès, mais c'est un concours qui a été avorté parce qu'on était sur un site de l'UNESCO, et il y a eu bisbille avec la procédure, donc ça a été d'abord mis en pause puis complètement annulé. Néanmoins ça a continué à faire des petits, nous on aime toujours travailler, donc c'est encore une fois l'outil maquette qui était au centre des débats. On était allé assez loin encore une fois dans le développement. C'est toujours triste de voir un projet s'arrêter quand on est lancé en pleine puissance. Et c'est vrai que c'était l'image qui était juste avant que moi j'aime bien. C'était une réflexion plutôt classique
sur la composition là du bâtiment. C'est des choses qu'on ne fait jamais à l'agence, mais c'était une réécriture. On ne l'a pas mis à côté. Normalement, il y a l'image de la basilique. Et en fait, ça nous avait assez inspiré parce que c'est une composition avec des éléments qui tournent en fait d'étage en étage. Et alors au début, on est droit et à la fin, on est orienté à 45 degrés. Donc c'est vrai que l'action, on s'est dit, tiens, on va travailler un petit peu cette relation entre l'étagement, la trame et le mouvement qu'on peut réussir à faire naître d'étage en étage assez subtilement pour arriver tout en haut à une écriture qui est complètement différente de celle qu'on a en bas. Donc c'est totalement classique comme façon de réfléchir à l'archi, mais des fois, voilà, on est entraîné aussi par les autres. Dans cette idée de l'identité du territoire des Nords, ça nous poursuit parce que on a aussi des habitudes de travailler avec l'agence HBAT, Mathieu Berthelot et Hélène Hart, qui aussi dans une stratégie de candidature, quand on répond à un appel d'offres ou quand on candidate, il faut toujours avoir une stratégie en tête et se dire qu'est-ce que l'équipe ou qu'est-ce que le regroupement de compétences évoque. Et là, pour le coup, pour répondre pour Paris Habitat aux grands voisins de Paris, on a refait une plus grande équipe avec HBAT, avec De Wilder-Wangtalieu et avec nous. Donc c'était encore le lieu là de travailler pour Thomas et moi des échelles qu'on connaissait chez Antoine et Ludovic, donc des choses qu'on a l'habitude de maîtriser. C'était 180 logements, donc c'est des plans, quand on se met dedans, on sait encore les faire. Et vous allez voir après avec les autres choses qu'on présente, il y a toujours cette diversité qui vient se mettre en place en termes d'échelle. Donc là, retrouver un sujet un petit peu ambitieux comme on avait l'habitude de les travailler. La dernière chose qu'on voulait évoquer dans cette identité des Nords, c'est que par cette stratégie d'association, on peut aussi accéder à des programmes plus ambitieux. On a beau avoir 3 ans d'existence, on a quand même pu travailler sur des sujets assez beaux. Et là-dessus, vous reconnaissez la Galerie du Temps du Louvre-Lens. À l'origine, le Louvre-Lens avait été fait pour montrer les collections qui étaient énormes au Louvre à Paris, et donc ils voulaient mettre en place un fonds de roulement avec des œuvres. Donc là, c'était l'occasion de revoir la scénographie en changeant complètement le fond des œuvres qui étaient en place. Donc déjà, une acculturation assez lourde de toutes les œuvres qui étaient mises en place, parce qu'il faut voir que le comité scientifique du Louvre, ils sont un petit peu pointus, donc ils ont un catalogue énorme. Donc nous, on doit se l'approprier parce que c'est la matière de projet. Et là, ce qui fait vraiment résonance avec le territoire, c'est qu'on s'est associé avec un bureau belge qui s'appelle Bureau Nord, à Bruxelles, Valentin Bollard et Pauline Fauquedet. Et la réponse même au programme a été un questionnement sur le territoire, puisque vous connaissez la Galerie du Temps avec, selon notre parcours, on avance avec cette échelle de temps, mais là, il y a aussi un travail paramétrique de disposition géographique en fonction de la provenance et de l'origine des œuvres. Donc c'était ça qui était vraiment intéressant dans ce travail-là. On s'est retrouvés face au gratin mondial de la scénographie, on était un petit peu les punks à chiens, on ne savait pas ce qu'on faisait là, mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. Et voilà, de se retrouver à travailler sur quelque chose comme le Louvre-Lens, c'est assez ambitieux. Et de voir qu'avec une toute petite scénographie au début, on ne savait même pas si on allait y aller, on bricole ensemble, on se fait des références de scénographie, et ensuite on peut répondre à des candidatures telles que celle-là. Alors on va passer dans une autre dimension. On reste dans le territoire du Nord, mais là du Nord, pas des Nords. Tout ce qu'on vient de montrer là, donc bien sûr c'est que des concours perdus. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, mais on va dire que ça a une autre résonance. C'est pas ce qui nourrit l'agence, c'est pas ce qui nous permet de vivre et surtout de réaliser les premiers bâtiments. On va peut-être en gagner un dans 5 ou dans 10 ans, mais en fait on s'est vite dit c'est pas comme ça que ça va marcher, quoi. Donc on a commencé à chercher. Alors on a de la chance d'avoir un territoire qui est très urbanisé, qui est vaste quand même, Nord-Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup d'équipements qui sont réalisés et il y a beaucoup d'offres. Donc pas forcément des concours, je parle d'offres. Si vous ne savez pas ce que c'est, on répond avec une note d'intention et une proposition d'honoraire. Donc c'est parfait. Et puis aussi des références, et puis bon, quand même un mémoire technique, etc. Et c'est ce qui nous a ouvert la porte au premier projet. Voilà. Pour les petites histoires encore, l'offre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du lien qu'on va entretenir avec une maîtrise d'ouvrage. On n'arrive pas avec une image figée d'un concours. Là, on arrive vraiment avec nous deux en entretien qui allons développer un propos.
sans projet. C'est l'anti-concours d'architecture. C'est ça. Concours d'archi, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va dire. On rend une image et après, on a 3 ans pour la réaliser, on va dire, le plus fidèlement possible. L'offre, on conçoit avec la maîtrise d'ouvrage, souvent dans des délais qui sont extrêmement courts. Donc un APS, ça peut être une semaine. Un APD, ça peut être 3 semaines, à savoir que c'est 2 ou 3 fois moins long que pour des plus gros projets. Donc on est obligé, semaine après semaine, d'être super pédagogique avec la maîtrise d'ouvrage. Donc souvent c'est une mairie, c'est des gens qui n'ont pas trop l'habitude non plus de faire de l'archi. Mais enfin c'est plutôt intéressant parce que je pense qu'on fait passer plus d'idées, on va dire, non convenues, comme ça avec eux en fait, en validant semaine après semaine, qu'en arrivant avec une image déjà toute faite et en leur disant ça vous plaît, on va réaliser ça. Donc on s'est rendu compte qu'en fait c'est pas un frein du tout, ça permet de travailler et eux ils acceptent semaine après semaine. Bon après c'est compliqué pour eux de revenir en arrière quand ils voient ce que c'est, donc c'est vraiment une bonne façon de travailler. Nous, ça matche bien avec les outils, forcément. Vous avez vu la maquette à grande échelle, c'est un outil qui parle à tout le monde, tandis qu'une coupe ou un plan pour quelqu'un qui est non sachant, peut-être un petit peu plus difficile de rentrer dedans. Là, ce qui est encore marrant au niveau des histoires, c'est que les 2 premières offres qu'on a remportées, c'était encore des situations de divorce entre une maîtrise d'ouvrage et un architecte. Nous, on est arrivé là, on a récupéré les pots cassés. Les jeunes, on vous fait confiance, allez-y. Donc là, le territoire, c'était vraiment d'agir sur notre territoire. Ce qu'on s'était donné comme règle au début et qu'on tient toujours avec Thomas, c'est de se dire on va rayonner à 1 heure autour de l'île. Parce que, encore une fois, l'expérience qu'on avait eue chez Antoine et Ludovic sur des projets de beaucoup plus grosse échelle, c'était aussi sur des territoires qui étaient plus lointains. Et le déplacement, quand on monte une boîte, il est quand même assez difficile à gérer dans une semaine. Nous, on a besoin d'être constamment en lien avec Thomas et de le faire par téléphone. Bon, c'est un petit peu moins en prise avec le développement qu'on voulait à l'agence. Donc on a vraiment fait ce cercle d'1 heure autour de l'île et on a la chance d'avoir eu quand même quelques offres. La deuxième année, on a eu 4 offres quand même de petits équipements publics. C'est tous les points blancs qui sont sur la carte. Ouais, c'est ça. La constellation. Là, ce qu'on voulait vous exposer, c'était de se dire que la réflexion qu'on a et qui va peut-être avec le mode de commande, donc c'est-à-dire l'offre, on met en place des dispositifs qui sont très très simples. Nous, très très simples dans la gestion, dans le suivi de projet, dans le dispositif qu'on va mettre en place, voilà, gérer les choses à l'agence, pouvoir aller le plus loin possible, réfléchir même quasiment au descriptif, donc aller loin dans l'emprise qu'on peut avoir sur le projet pour le maîtriser. Et donc la simplicité, elle va passer par plusieurs choses. D'abord, une vraie attention, comme on l'a dit tout au début sur Europan, au site. Le site, c'est vraiment le premier jalon du projet et on essaye d'en tirer toutes ses qualités. Les qualités d'un site, elles sont déjà là et elles peuvent faire projet. Là, on est sur une crèche de 30 berceaux à Salomine, juste en dessous de Lens. La ville de Salomine a une crèche qui est vraiment désuète et ils veulent en construire une nouvelle. Ils trouvent un endroit, donc il y a un terrain municipal à proximité d'équipements de loisirs. Donc des centres aérés, terrain de sport, terrain de foot. Donc on est dans un environnement très très arboré, pas urbain. Et nous, le parti pris, ça a été de se dire, en fait, on va intégrer le bâtiment de la crèche dans un environnement qui sera vraiment paysager. On va renforcer les qualités premières du site. Ce qui n'est pas évident parce que en France, un bâtiment d'école maternelle ou un bâtiment de crèche, première chose que les gens vont aller voir, c'est le contrôle d'accès et les limites du bâtiment. Et nous, on a vraiment fait le pas de côté et la pirouette de dire, en fait, il n'y aura pas de limite. Les limites, ce sera le paysage, donc il n'y aura pas de limite au sens physique du terme. Et en fait, encore une fois, par le biais de l'offre et là d'une maîtrise d'ouvrage qui est assez chouette et qui nous accompagne depuis le début, on a réussi à prendre la compétence d'un paysagiste en plus qui n'était pas demandé à la base et à travailler ses limites de manière paysagère. Donc le bâtiment s'intègre vraiment dans cet environnement naturel avec une petite topographie mais qui peut nous permettre de mettre en scène des cheminements. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. On a vraiment ce fractionnement de 3 bâtiments parce que c'est quand même un programme assez consommateur d'espace et le but c'était de venir le fragmenter pour aller tirer des vues sur le paysage mais aussi pas avoir un pavé trop imposant sur le site en place. Donc finalement le vrai document de projet c'est le plan de paysage.
où il y a eu vraiment un audit de la végétation en place et de se dire quel sujet on garde, qu'est-ce qu'on conserve comme caractéristiques, et de le renforcer afin de créer plusieurs strates qui sont le paysage qui est donné à voir aux enfants ou aux utilisateurs de la crèche. Un vrai paysage de sous-bois, une strate arbustive et une strate d'arbres de Auger afin de venir contrôler et filtrer la lumière qui va rentrer par les baies qui sont très très généreuses dans le projet. Un vrai développement sur la palette, une intégration, finalement la perspective c'est quasiment que des arbres. Le projet disparaît au profit de cette ambiance. Et donc les outils doivent forcément suivre, et notre culture aussi d'architecte, on va dire, doit évoluer avec les projets qu'on mène, et de fait s'intéresser à des détails qu'on ne ferait pas forcément pour un bâtiment qu'on fait en ville, mais vraiment essayer de questionner tous les dispositifs qu'on va mettre en œuvre afin de suivre notre idée première du projet. Donc les espaces finalement extérieurs qui viennent entre le bâtiment et la nature. C'est vrai qu'on aurait pu dézoomer un petit peu plus à droite pour voir plus de paysages. La deuxième chose, c'est la réflexion sur la structure. On est dans une époque que nous, on a quasiment toujours connue, c'est qu'on n'est pas dans des équipements publics avec un budget extensible à l'infini ou des gros budgets comme ont pu l'avoir Antoine et Ludovic à l'époque. Là, on est vraiment dans des budgets qui sont très serrés. Et donc, quasiment, la frugalité, elle s'impose à nous. Donc, le dispositif, nous, technique, on va le mettre en place au profit d'un volume. Comme le disaient Germain et Camille juste avant, c'est vrai que maintenant, on va essayer de déshabiller au maximum les choses pour pas mettre en place de finition, pour donner plus de prise dans le budget, au volume ou au dispositif, à l'usage en tout cas. Là, on est à Falampin, on est dans une zone d'activité entourée d'immenses hangars. Et en fait, la ville est devenue propriétaire d'une de ces parcelles. On va le voir sur un autre projet, le hangar va nous intéresser également. Et en fait, il y a ces espèces de gros hangars qui sont disposés au milieu d'énormes parcelles. Donc là, encore une fois, notre questionnement il s'est porté vers une extrémité de la parcelle afin de prendre en considération la dimension paysagère, encore une fois, qu'on va renforcer. Mais le but ici, c'est de se dire, on vient s'adosser par deux grands mouvements à la route et au hangar afin de profiter de ce paysage. C'est un mouvement assez simple, avec une partie technique et de circulation ici que vous voyez en bas, donc un volume qui peut être moins conséquent, et utiliser la réflexion sur la charpente afin d'offrir un volume quand même plus conséquent, même si ici on est dans un bâtiment de 280 mètres carrés, c'est une grande maison avec un tout petit budget, et de se dire rien qu'avec un assemblage ça se voit pas trop, de poutres, on va pouvoir offrir un volume capable et permettre aussi de dégager la façade principale pour donner la vue sur le paysage. Donc finalement, un assemblage très très simple. Encore une fois, le dialogue avec les charpentiers, il est vraiment intéressant à ce niveau-là, parce que dès qu'on veut faire de la simplicité, c'est pas forcément simple finalement. Mais en tout cas, le dialogue, il doit être vraiment présent entre les entreprises et nous, pour que nous, on puisse faire passer l'envie qu'on voulait mettre en place au niveau du dispositif de projet, et que ça puisse être réalisé en ce sens-là de manière la plus simple possible, pour ouvrir finalement cette grande façade avec les menuiseries complètement rétractables, afin de quasiment doubler la surface de l'équipement. Au moment des beaux jours, on voit bien les cours de danse qui peuvent prendre place à l'extérieur, et ça a vraiment séduit les usagers. Donc exprimer l'échelle dans son entièreté, on a vu dans la dernière image qu'il y a un lien quand même entre le volume, on réfléchit toujours sur le plus grand volume qu'on arrive à offrir, et sur les dispositifs qui vont venir fermer et qui vont dialoguer entre le volume et l'extérieur. Donc ça, c'est un troisième projet qu'on a actuellement, qui est en chantier. Donc c'est une école maternelle à Vangy-sur-Écaillon, un cœur d'îlot. Sur la gauche, une école existante. Voilà, vous voyez l'église. Et donc le projet, je vais le montrer, hein, il est ici. Et c'est aussi la partie de préau que vous allez voir par la suite, qui vient relier l'école existante. Donc l'idée, c'était de recréer un groupe scolaire, parce qu'aujourd'hui, l'école, les enfants devaient traverser une route, c'était dangereux, etc. Donc il y a une école primaire qui est déplacée sur la gauche, et nous, on met en place l'école maternelle.
Donc une disposition assez simple, ça permet de réorganiser la cour des primaires, la cour des maternelles et surtout de mettre en place un espace d'accueil, là que vous voyez en pente, un espace végétalisé. Donc ça, c'est le bâtiment des classes. C'est encore une fois la réflexion sur le volume, à savoir qu'on a travaillé, on verra dans les images, avec de la charpente métallique, ce qu'on n'avait jamais fait. Et donc ce qu'on voit ici, ce qui tremble un petit peu, on peut peut-être passer tout de suite sur l'image d'après. Donc ça, c'est le pignon ouest. Donc là, on exprime très simplement le pignon, juste avec un petit retour de mur rideau. Mais c'est en fait d'essayer de déplacer un tout petit peu la limite à l'intérieur du bâtiment. Donc on va voir sur la prochaine, voilà la coupe. Donc côté sud, ici à droite sur la cour, un débord de charpente, et côté nord, là-bas à gauche, un mur rideau qui va prendre place sur vraiment la totalité, que ce soit le haut-vent ou le mur rideau. On essaye au maximum, dans ces dispositifs, sur des petits projets, de venir les étirer. Vraiment, c'est le dispositif qui fait la façade. On ne compose pas un mur rideau dans une façade. C'est la façade qui est le mur rideau. On peut passer la switcher. Donc là, on voit ici sur la cour, de toute façon, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le même discours d'un bout à l'autre de l'école. Et donc ça permet d'avoir quand même un minimum d'effet, on va dire, avec le minimum de moyens. Ça, c'est la perspective d'entrée. Donc vous allez voir que c'est renforcé parce qu'il y a une espèce de un petit mouvement. Il y a à peu près un niveau de différence entre le bas et le haut. Donc le bâtiment en travaux. Et donc là, vous voyez le plan. On essaye au maximum que le plan représente l'idée de départ. Donc vous avez vu tout à l'heure les deux volumes avec les pointillés, l'espèce de façade qui tremblait. Voilà, on essayait de la retrouver le plus clairement possible en plan, avec deux choses qui sortent de ce dispositif et qui permettent d'accrocher le bâtiment ou à un existant, ou de permettre au préau, qui n'a pas vraiment d'accroche, d'exister en plein milieu. C'est ce que vous voyez ici sur la gauche. Donc une vue depuis le préau, voilà, avec les poteaux. Et donc depuis l'intérieur, on voit bien l'effet de décollement quand même. Et donc savoir que le mur rideau va prendre place sur la droite, il y a vraiment une impression de légèreté pour les enfants quand ils vont être avec toute cette vue ouverte sur les toits et sur le paysage lointain. Il y a aussi la question de savoir comment on fabrique nos bâtiments et l'importance du choix des entreprises. Vous aurez tous noté que dans beaucoup de villages, il y a des centres commerciaux, il y a des concessions automobiles, il y a tout ce genre de choses. Et donc tous ces bâtiments, ils sont construits grâce à l'acier. Donc en fait, dans n'importe quelle commune de France, vous pouvez trouver un charpentier métallique qui est à peu près correct, qui ne coûte pas très cher et qui va pouvoir vous aider, en plus qui va vraiment être force de proposition, pour vous aider à réaliser votre bâtiment. Donc voilà, nous on a trouvé l'entreprise Herman, qui est très sympa, et donc voilà, qui nous a permis de réaliser, vraiment de rentrer dans le budget sur ce projet. Ce qui est intéressant dans l'identité aussi, dans le rayonnement qu'on veut à 1 heure autour de l'île, c'est que par l'échelle des projets qu'on va développer et par cette situation géographique, on va pouvoir commencer à rencontrer des entreprises qui matchent vraiment avec ce qu'on a envie de faire et vice-versa. Donc c'est vraiment une relation qui va se mettre en place. Et de fait, sur des chantiers qui se passent bien, nous, on relaie les appels d'offres qui sont en cours et qui vont venir sur les prochaines réalisations. Ainsi, c'est vraiment une relation qui se crée comme doit se créer avec les ingénieurs. Elle se crée aussi avec les entreprises. Et ça nous permet de maîtriser aussi les coûts, parce que maintenant, on sait à combien ils vont nous vendre du bac acier, on sait combien on va acheter une surface de mur rideau, ou voilà, même le kilo de métal. Donc il y a un dernier point à voir ensemble. On peut passer tout de suite sur le... Donc voilà, comme on vous le disait, on a bien travaillé sur des volumes qui sont un peu atypiques. Ça ne matche pas forcément avec l'économie de projet, surtout qu'on n'aime pas avoir recours au BA13, qui est la finition, on va dire, la plus commune, mais qui est quand même assez laborieuse, quoi. Je veux dire, entre la pose du BA13 et le passage du peintre, vous avez beaucoup de monde et beaucoup de travail déjà, et finalement ça coûte assez cher. On préfère y mettre du bois naturel, enfin du bétonplex, plein de matériaux sympathiques, mais on ne peut pas se permettre de les mettre jusqu'en haut. Donc c'est ce qu'on a représenté simplement ici. On se cantonne à 2,10 m. 2,10 m, voilà, ça permet de donner une échelle qui est à peu près intermédiaire, l'échelle humaine. Elle permet de mettre des portes standards à 2,3 m en réservant juste assez pour que ça puisse passer, de ne pas trop redécouper les planches non plus. Et puis surtout, ça donne un liant dans le projet. Ça, c'est la salle de danse avec le volume qui sert à servir, on va dire, le volume de vestiaire à gauche et le volume de la salle de danse. Ça permet d'avoir un liant entre toutes les parties du programme. Donc des fois, on se crée ces conditions, des fois, on en hérite. À côté de la salle de danse, on a ce projet des centres techniques communaux, toujours pour la ville de Falampin.
donc dans un hangar gigantesque. Donc on intervient dedans, donc le hangar continue encore, hein. Vous voyez ici la structure, on l'a plus ou moins coupée aux 2/3 pour réaliser le projet. Et donc on vient l'habiter. Donc ça c'est la mise en place de toute une rangée de rangements, de stationnement de véhicules, une voirie qui traverse le bâtiment, et là-bas sur la gauche, organisé autour d'un patio de tous les ateliers dont ils ont besoin. Atelier espace vert, il y a un menuisier, un serrurier. Donc on est venu... Alors bien sûr, on n'est pas allé jusqu'aux 7 ou 8 mètres de haut. On s'est cantonné à 3,50 m pour la constitution des ateliers et 2,10 m, encore une fois, pour la hauteur, le passage des portes et pour les parties vitrées. Donc là, il y a une réflexion sur la direction et sur la structure, à savoir qu'on met en place une trame de murs en parpaing et perpendiculairement des poutres en béton, vous voyez ici, en dessous desquelles on vient installer des ossatures bois qui sont nos porteuses. Voilà, donc c'est vraiment la réflexion sur la structure et l'organisation du projet qui nous a amené à introduire l'idée de la matérialité. C'est pas l'envie de mettre du bois là parce qu'on veut mettre du bois, c'est plutôt être à l'écoute à un moment du projet et de se dire qu'est-ce qui se dégage et encore une fois comment je vais utiliser la matérialité pour exprimer encore plus ce que j'ai envie de dire et que le concept soit conservé, quoi. C'est ça, par rapport au plan, le bois, là, il devient cloison, donc parois séparative, mais il devient rangement. En fait, les centres techniques communaux, ils nécessitent énormément de rangement. Et de fait, on est venu se dire, en effet, on donne ces grandes directions par les murs de parpaing, mais transversalement, on vient qualifier et donner de l'usage à un système de recoupement. Donc ce sont les mêmes matériaux qui sont utilisés dans la salle de danse qui est juste à côté. Mais bon, ici, ça leur semblait un petit peu chic, parce que voilà, du parpaing, ils s'y attendaient, mais on va dire que du bois, ça leur paraissait un truc voilà, un peu inattendu, mais encore une fois, il n'y a pas de complexité de mise en œuvre, il n'y a pas de problème d'étanchéité, donc c'est un petit peu comme ce qui a été réalisé par Biel Blancard, encore une fois, au Bazar Saint-Sauce. Ce sont des assemblages simples, donc voilà, qui ne sont pas forcément très onéreux. Pour conclure, en effet, on vous avait présenté des équipements, mais la réflexion d'un archi, c'est aussi comme le font aussi Camille et Germain, c'est de réfléchir vraiment au mode d'habiter, à cette question de l'habiter qui nous a été un petit peu dépossédée parce que voilà, il y a eu une certaine dérive sur la production du logement où on en était revenu qu'à dessiner de la façade. Donc je pense qu'il y a une génération qui a envie de se réemparer de l'habiter. Et donc, sur diverses échelles, on peut questionner ces choses-là. Donc, questionner l'intérieur, bien évidemment, mais questionner les seuils, questionner le parcours du logement, de la rue jusqu'à sa porte de logement, avec la remise en place dans les projets de circulation verticale généreuse, des coursives qui peuvent, par leur structure, dégager des espaces de circulation et des frontages, donc des seuils de mise à distance avec les logements. Voilà, raconter vraiment une histoire et une progression, se servir de tout le parcours de la rue jusqu'à la porte pour créer des séquences et des filtres jusqu'à la porte de son logement. Ça, c'est le concours des grands voisins de Paris où on voit vraiment l'importance de ces grandes coursives généreusement dimensionnées pour recevoir à la fois une épaisseur de circulation et une épaisseur offerte au logement. Un intermédiaire, c'est une épaisseur collective et tous les logements, étant donné qu'ils sont traversants, ils ont leur espace extérieur qui, lui, pour le coup, est intime. Donc ça, c'est un exercice que vous aurez certainement à faire, c'est travailler pour les promoteurs. À Lille, c'est à Lille Sud, pour Sofim, c'est 16 logements. Et donc quand on discute avec les promoteurs, bon, eux, ils n'ont pas l'habitude, on va dire, ils ont une idée bien arrêtée sur ce qui est un T1, un T2, un T3, un T4, en termes d'organisation, de dimensionnement, etc. Donc on a très peu de marge de manœuvre pour essayer de faire quand même un petit peu d'architecture, parce que c'est pas toujours, ils n'ont pas beaucoup d'attentes, donc c'est pas eux qui vont vous mettre en jambes pour être créatifs. Donc il faut essayer de se créer, avec le peu de choses qu'on a, les conditions d'organiser quand même un semblant de réflexion. Donc on voit ici, c'est une rue. Nous, on construit à la place d'un hangar qui est comme celui que vous voyez sur la droite, avec des sheds. Donc vous voyez que le bâtiment présente une volumétrie, enfin une façade tout du moins qui bouge un petit peu, à la manière de beaux windows inversés.
On va regarder tout de suite en plan. Donc voilà, c'est vraiment du plan. Vous avez vu le plan des grands voisins de Paris avec les coursives, les circulations, etc., qui étaient très généreux. Là, on est beaucoup moins généreux. Hein. Il y a un ascenseur, un escalier et puis des portes pour rentrer. Il reste quand même un tout petit espace de liberté, c'est l'interface du logement avec l'extérieur. Et cet espace extérieur, ça, ils y tiennent absolument, mais ils n'ont pas d'idée préconçue sur la façon dont il doit être installé dans l'appartement, quoi. Enfin, dans le salon de préférence. Mais donc là, on est juste venu tourner à 45 degrés, ce qui est d'habitude une loggia ou alors un balcon qui ressort, pour, dans une pièce unique, mono-orientée, même si c'est orienté sud, voilà, apporter un petit peu de vue croisée et un petit peu de mouvement à l'intérieur du logement. Donc s'emparer de cette question de l'espace extérieur. Et là, c'est sur un projet au Bois Blanc, donc c'est 6 logements, c'est très très petit, où on est venu fragmenter les choses, mais re-questionner le logement à l'intérieur. Là, on est avec des bailleurs sociaux, donc c'est, on va dire, un cran de plus dans la possibilité de mettre en place d'autres dispositifs que ceux préconçus dans l'idée du logement. Et de se dire que là, par un seul meuble, on vient vraiment libérer toutes les façades et on enlève tout ce qui est schéma de circulation, ou en tout cas de distribution des pièces classiques, et c'est le parcours qui va se faire en périphérie de ce meuble. Ce meuble, il organise une pièce de vie traversante entre cuisine dans laquelle on peut manger, un séjour, une chambre parentale et sa pièce d'eau. Donc vraiment par un dispositif très simple, venir libérer toutes les façades et offrir une vision d'un logement différent, dans le sens où on tire encore une fois parti du contexte, c'est-à-dire que sur le volume de droite, la croix est mise de telle façon à ce que la pièce de vie soit traversante avec l'espace extérieur qui est orienté côté jardin. Sur le volume de gauche, ici, le meuble est pivoté, la pièce de vie est ici côté façade sud pour bénéficier vraiment de l'orientation généreuse du site. Voilà, la conclusion, c'était de se dire que par toutes les échelles qu'on a pu évoquer aujourd'hui, et par tous les programmes aussi. Il y a eu la scénographie, mais on a été appelé récemment par le WAHU, la maison de l'archi de Lille, pour faire le commissariat d'exposition de la maison POC habitée, qui est au Saint-Saubazard de l'autre côté. Et c'est vrai que dans ce qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est que oui, on quitte l'école à un moment T, mais la réflexion, elle est permanente, et l'apprentissage, il est permanent aussi. Et c'est vrai que là, pour le coup, dans la mission de commissariat pour la maison POC habitée, on hérite de projets de territoire, donc qu'on présente dans l'exposition, mais c'est aussi l'occasion pour nous d'aller plus loin dans des réflexions et de mettre en place un propos qu'on a envie de partager avec des gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure pendant l'école et aussi après. Donc c'est l'occasion de venir retisser des liens et retisser du propos autour de choses qu'on continue de porter au studio. Envie de rajouter quelque chose ? Non, c'est vrai que c'est une position intéressante parce que on est un petit peu de l'autre côté, on produit rien. Là, c'est vrai, on ne fait que collecter et organiser les choses et voilà, mettre en place des conférences sur des sujets précis, sélectionner des offres qu'on a envie de montrer. C'est une expo qui est plus humble, on va dire, que celle magnifique qui est ici. Mais voilà, ça nous a donné le goût, tout du moins, d'aller plus loin et puis de faire d'autres expositions. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Des questions peut-être avant de passer On passe Attendez, ça marche ? Ouais. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, j'ai une question, mais même s'il y a un point sur lequel je pense du coup ne pas du tout être d'accord avec vous, c'est sur cette question du concours. C'est le rapport au concours, parce que quand vous dites que le concours, à la fin, on rend une image, et nous, quand on fait des concours sur 3 mois, c'est pas que l'image qu'on essaie de rendre. Je pense qu'on essaie quand même d'aller un peu plus loin, parce qu'à un moment donné... Enfin, là-dessus, je suis pas... Mais la question, c'est plutôt l'autre rapport à l'identité. Notamment, à travers le nom du studio. Parce que vous évoquez comment on fabrique nos villes. Et
là-dessus, j'essaie d'interroger cette question d'identité à travers la matière que vous employez. Et notamment quand je vois la plupart des constructions énormément en parpaing. Et à un moment donné, par rapport au concours tout à l'heure, vous évoquez, ce que je disais tout à l'heure par rapport au concours, mais vous évoquez la question sur le dernier projet de libérer la façade. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une espèce de, de résultante des différents concours qui finalement dit la façade, elle n'a pas de valeur en soi qu'une valeur urbaine. Parce qu'à un moment donné, si vous la libérez, dans ce cas-là, on peut, même dans les concours, on peut fabriquer que la façade. On s'en fout après de ce qui se passe à côté. Sur cette question d'image par rapport au concours, on sait bien évidemment qu'en 3 mois de concours, il y a du boulot et tout le monde le sait au sein des architectes. Ce qu'on évoque par rapport à cette question d'image, c'est dans la tête des maîtrises d'ouvrage. Finalement, ce qui va rester de tout le travail, c'est les 2 perspectives qui sont demandées et ça va être la base de tout le développement de projets futurs. C'est pas dans la tête des archis. La deuxième chose par rapport aux façades, c'est de se dire par rapport à la matérialité, nous on met en place des dispositifs qui sont liés à l'usage et aux orientations. Donc libérer la façade, c'est de se dire à un moment ça peut devenir la circulation et ça peut devenir le lieu de la porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Et de fait, c'est le dispositif qui est à l'intérieur qui permet cette porosité-là. De fait, nous, ce qu'on veut vraiment mettre en place dans les situations de projet, c'est quasiment pas avoir à dessiner la façade. C'est que ce soit son usage qui soit évocatrice de son dessin, quoi. Sur les concours, je ferai un petit peu la même réponse, mais voilà, il faut savoir que votre projet, quand vous le rendez, ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'il est perçu par les gens qui vont regarder d'une certaine façon. Et en fait, quand on est à l'agence et qu'on travaille justement pendant 3 mois, on réalise un livret qui fait 40 pages, on dit plein de choses, on pense plein de choses, on pense qu'on va gagner, on aime bien le projet, et on se dit que c'est comme ça que les gens qui vont ouvrir les planches vont le voir. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que les gens qui ouvrent les plis, qui regardent les A0, ils vont regarder le projet avec leur culture, avec leurs yeux, avec leurs envies à eux. Et la plupart du temps, sinon on gagnerait tous les concours, parce que je pense qu'il n'y a pas un archi qui va vous dire qu'il n'a pas été à fond, enfin ça peut arriver, mais qui ne pensait pas gagner le concours. On pense tous gagner les concours. La différence, c'est qu'on n'est pas dans la tête de celui ou celle qui va regarder les plis. Et voilà, le projet, il est reçu d'une certaine façon. Et ça, c'est vraiment compliqué, à moins de faire quasiment de la politique avec l'architecture. C'est très compliqué, et je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas essayer de satisfaire les gens et de se mettre à leur place et de faire de la stratégie. Voilà, il faut faire le projet comme il vient. Mais voilà, ce qu'on voulait dire par là, c'est que faisant le projet avec les gens, ils perçoivent mieux, on peut mieux maîtriser la façon dont ils perçoivent le projet. Et ça, on peut le faire avec les offres, mais avec le concours, on ne pourra jamais le faire. On sera toujours dans cet inconnu de savoir, on ne connaît pas les gens qui vont regarder et on ne sait pas dans quel état d'esprit. Donc, ils vont eux-mêmes se faire une image qui n'est pas la même que la nôtre. Voilà. Ouais, mais en fait, je dis ça parce qu'on est, entre guillemets, entre nous ici aujourd'hui. Et du coup, mais si nous, on essaie de tenir ce discours-là comme quoi on va rendre l'image, à un moment donné, on va mettre l'effort sur ça. Or que non, c'est tout l'inverse. Forcément, c'est sûr que cette réalité-là est là, il faut rendre l'image derrière. Mais avant de rendre cette image-là, il y a tout un cheminement de réflexion qu'il faut poser avant. Mais alors, notamment sur le projet de 10.8, on a fait nous-mêmes les images, parce qu'on fait des collages. On a envoyé on a discuté avec les clients, et ils nous ont dit carrément, mais si vous rendez un collage, vous ne touchez pas la prime de concours. On veut voir des perspectives photoréalistes. Voilà, donc faites pas vos collages, parce que les politiques, entre autres, vont pas réussir à se projeter, ils vont pas pouvoir réussir à décider. Donc, l'image, elle reste importante. Après, on fait des concours. Hein. On fait des concours, mais on a aussi découvert une autre façon de faire de l'archi où on n'a pas besoin d'image justement pour que le maire, son adjoint, se dise on a envie de construire ça. On peut, par le dialogue, on peut, par la maquette, réussir à convaincre les gens que c'est cette volumétrie-là, c'est ces matériaux-là qu'il faut utiliser. Donc, après, on fait des concours et on a envie d'en gagner aussi, mais on sait que c'est juste 2 réflexions différentes. Il n'y a pas que le concours d'archi dans la vie d'une agence, quoi. Voilà. Du coup, la deuxième question. Oui, la deuxième question, en fait, la façade, ça varie. Sur l'identité, la matière, en fait. Parce que par rapport, le rapport, on est dans le nord. Et nous, on vient du sud. Et là, on est bloqué dans le nord. On ne sait pas si c'est pour les briques. Ouais. Ou on ne sait pas si c'est pour quoi.
Donc une des identités aussi, ça passe aussi forcément par la matérialité de ce territoire-là. Donc votre studio s'appelle Lille d'une certaine manière, et c'est comment est-ce que vous travaillez avec son identité d'un point de vue matériel, c'est ça qui est... Alors, on essaye d'écouter au mieux, encore une fois, le contexte. Si on est en ville, par exemple, le projet rue Nadeau qui est blanc, d'ailleurs c'est de la brique qui est peinte en blanche. Là, on va construire en brique parce que déjà il y a une attente. Il y a aujourd'hui la volonté d'être assez homogène quand même dans les matérialités et une expression urbaine. Et là, la question de l'identité. Donc on construit à Lille du logement. C'est difficile de ne pas faire de la brique. Après, quand on construit à côté ou dans un centre commercial, dans une zone industrielle, on peut peut-être commencer à mettre en œuvre différents types de matérialités. Et notamment l'école maternelle, il y a des pignons en brique, il y a un mur d'enceinte en brique qui vient recréer les espaces extérieurs, mais c'est une construction en acier, voilà, sur laquelle on met plutôt du verre ou encore du métal ou du bois. Donc la matérialité, elle est vraiment, enfin pour nous au studio, elle sert le dispositif qu'on met en place et elle essaye d'être à l'écoute quand même de l'environnement proche. Donc des fois c'est de la brique, mais on n'est pas monomaniaque de la brique. Mais on sait qu'on doit l'utiliser, c'est une des armes des architectes du Nord, mais c'est pas la seule arme qu'on dégaine sur tous les projets, quoi. Et c'est une question que je vous poserai bien à tous les quatre. Je suis arrivé un petit peu en retard, je suis désolé, mais une double question. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué vraiment, qui est irréductible dans votre parcours de, je sais pas, X années à l'école? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, avec le petit recul que vous avez, qu'est-ce qui vous a manqué particulièrement à l'école? Rapidement, je trouve ce qui reste, hormis les connaissances, les camarades qu'on se fait, et puis l'esprit aussi de collectif qu'on découvre à l'école. C'est aussi la rencontre avec des professeurs qui vont orienter. Moi, ça a été Antoine Béal, chez qui j'ai travaillé juste après. Et donc, c'est plutôt cette figure, on va dire, du professeur qui a guidé les 10 premières années de ma vie en tant qu'archi, au-delà, on va dire, de mes études. Donc, voilà, je dirais ça. Déjà, l'esprit de collectif. Et puis la rencontre avec un enseignant qui transmet quand même beaucoup de choses, quoi. Et encore aujourd'hui, on a une expérience partagée chez Béal et Blancard. On utilise encore, il y a encore des choses qu'on a entendues il y a 7 ans, il y a 8 ans, et où on se dit, on ne peut pas lâcher. Quand on fait un projet, on essaye il n'y a pas de simplicité, il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de petite façade, il n'y a pas d'arrière-façade. Enfin, voilà, on peut lâcher sur rien. Parce qu'après, avec son niveau d'exigence, construire un bâtiment, c'est fatigant, c'est compliqué. Et donc, on se dit que quand on arrive à la fin, il faut avoir fait le tour et avoir rien. Enfin, on s'en voudrait. Voilà. Donc, c'est ça que moi, j'ai retenu de l'école. Après, ce qui m'a manqué, c'est difficile de dire. Peut-être, en effet, plus rentrer dans la matérialité des choses. Voilà, c'était plutôt des visions à grande échelle, beaucoup d'urbanisme quand même. Et de ne pas avoir testé, peut-être plus le faire. Voilà. Moi, je rebondirais sur ça aussi. C'est une rencontre. C'est des rencontres qu'on peut faire avec des professeurs qui, à un moment, vous passent le déclic. C'est vraiment un match, à un moment qui se fait au niveau... Moi, c'était avec Sophie Delay au niveau du territoire et ce rapport qu'elle a pu nous introduire en termes de méthode. Ce qui peut manquer un petit peu, c'est le rapport à la réalité. Moi, je trouve qu'on a quand même... On a quand même des enseignants qui sont, on va dire pour la moitié, issus du secteur de Lille. Et on a très peu de prise avec leur production. Et il y a vraiment un gros écart entre ce qui est dans l'atelier, ce qui va se passer pendant 6 mois dans l'atelier, et eux, leur vision des choses et le fait qu'ils soient vraiment praticiens, quoi. Moi, c'est ce rapport-là qui m'a manqué. Mais en même temps, ça a les qualités de ses défauts. C'est qu'on est dans une forme de monde complètement virtuel sans avoir prise avec la réglementation, l'économie, etc. Et en fait, après, on fait nos armes, mais assez rapidement quand on en rentre dans les boîtes, juste en suivant le diplôme. C'est une question pas très facile, hein, mais moi j'ai adoré l'école dans tout ce qu'elle était. Ce que je suis d'accord, c'est des rencontres. Moi, je pense encore à Didier Debarge qui m'expliquait comment il fallait que je balaye ma chambre, ou Ivona Bukowska sur ses logements, et ainsi de suite. Ce qui est assez génial aussi quand on s'inscrit dans un territoire
et qu'on y reste, c'est que ces personnes-là, elles nous suivent. Nous, c'est les Blancards qui nous ont hébergés pendant 5 ans, qui nous ont donné des coups de main régulièrement pour négocier des contrats à 24 ans. C'est pas évident. Et donc, c'est aussi des anciens de promo. C'est parfois cet intérêt de s'être ancré dans ce territoire de Lille, de conserver ces relations. Mais aussi, parfois, on a peut-être envie d'aller ailleurs, bouger à Marseille comme Sophie Delay ou des choses comme ça. Bon, Germain, vas-y. C'est vachement bien ce que c'est. Moi, je souscris à ce qu'a dit Camille, c'est vraiment super. Voilà, et c'est des rencontres. Et peut-être aussi par rapport à ce que tu disais sur le lien avec l'ancrage un peu de la pratique. Voilà. Moi, je trouve que, au contraire, enfin, tu disais aussi les deux, mais au contraire, je trouve que c'est intéressant je trouve que c'est très intéressant que les études soient assez théoriques et finalement mettent pas tant de ça les mains dedans et que on a finalement suffisamment d'armes pour pouvoir les mettre directement en sortant de l'école. Donc ça veut dire que ça fonctionne et que c'est pas nécessaire de faire davantage, peut-être. On y est confronté bien assez tôt, en fait, c'est ça? Exactement. Peut-être vous voulez répondre avant d'avoir présenté la conf à la question, hein? Bah oui, dire que... Je sais pas si ça marche. Si ça marche. Oui, Mathieu Delmas et Léa Hommage, on est paysagistes issus de l'école de Lille, de l'école d'architecture et de paysage de Lille, et on a avec grand plaisir participé à cette belle idée de créer une école de paysage au sein d'une école d'architecture. Et voilà, alors après, ce qui nous a manqué, pas grand-chose. Après, on a tous envie d'avoir plus de moyens. Mais globalement, voilà un contexte assez riche, des rencontres et des croisements de personnalités et de professions qui viennent s'enrichir l'une l'autre, qui était voilà, pour nous un vrai moment de richesse, quoi. Après, avec malheureusement des personnes qui partent et qui étaient... mais bon, de nouvelles personnes arrivent aussi. Bon, vous avez quand même une vision très de l'école, presque dans une dimension, je sais pas, je dirais paternaliste, non? Avec des figures très fortes, très incarnées, comme ça c'est quelque chose, ça m'intéresse, mais et évidemment c'est un lieu de rencontre, mais c'est pas forcément ce genre de questions ou de réponses en tout cas que j'attendais. Même si en même temps, je trouve que ta réponse sur le collectif, sur ce qui se noue à ce moment-là entre vous, parce que finalement vous travaillez vraiment, j'ai l'impression, en réseau très, très proche, ça c'est quelque chose qui me paraît vraiment intéressant et qui peut-être n'existait pas dans nos générations précédentes, ou en tout cas de manière moins forte. Je pense que on fait partie d'une génération aujourd'hui qui avons peut-être moins peur de se mélanger entre archi. Moi, l'image que j'ai de l'archi, qui a maintenant 30, 40, 50 ans d'ici, je veux dire, c'est un peu l'image des ateliers de l'école d'archi d'avant, à savoir que chaque professeur a son sérail, a son agence, et on mélange pas les savoir-faire. Aujourd'hui, nous, on cherche beaucoup justement d'aller chercher des autres agences, copains ou pas copains d'ailleurs, mais de pouvoir confronter sa capacité à faire de l'archi avec la capacité d'un autre qui est même meilleur. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose de plus contemporain, quoi. Et alors, je ne sais pas à qui je dois la poser, la question, si c'est aux architectes ou aux paysagistes, mais est-ce que ces collectifs, ces réseaux, est-ce qu'ils traversent les deux formations ? Nous, on a quand même démarré avec le concours Europan aussi, et on l'a démarré avec Anne-Laure Marchal, qu'on a rencontré à l'école, dans le cadre d'un atelier qui était partagé entre les deux formations, en 3e année pour nous, et puis je crois en 5e année pour les archis. Et oui, évidemment qu'on a appris à ce moment-là un début de langage commun. Après, je sais que la formation a évolué, donc les conditions de cette collaboration, j'imagine, évoluent aussi. Aujourd'hui, on ne rentre plus dans l'école de paysage comme on y est rentré quand nous, on y est rentré. Donc je suis moins au fait de ce qui se passe maintenant, mais oui, ces réseaux-là, ils sont transversaux, et c'est la richesse quand même d'avoir ces deux formations au même endroit. Donc en tout cas, pour nous, ça a une réalité. C'est vrai que notre génération, on était la première année de l'école de paysage, nous.
Donc il y avait moins de masse de paysagistes, il faut avouer, que les années d'après. C'est ça aussi qui... Ils étaient 15 et nous on était 150. Donc c'était un peu plus compliqué. Ok, merci. Bon,